Merci de nous retrouver pour la seconde partie de votre émission Toute la vérité. Nous sommes toujours avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdou-Latif Coulibaly. Nous allons clore ou plutôt ce chapitre du vaccin et de la stratégie du gouvernement pour embrayer sur un autre sujet qui aujourd'hui est soulevé à nouveau, qui a même une relation avec cette sensibilisation, cette stratégie concernant la lutte contre cette pandémie, c'est l'absence de ce poste de Premier ministre, qui revient encore. Un vieux débat depuis quelques mois, qui revient aujourd'hui. Monsieur Abdou-Latif Coulibaly, est-ce que vous, secrétaire général du gouvernement, journaliste également, toujours, et ça c'est dans le sang, on le dira, pensez-vous que ce débat doit se poursuivre concernant la présence ou non d'un poste de Premier ministre? Ce que je pense n'est pas important. Ce n'est pas important, d'autant plus que nous sommes dans un pays de liberté, un pays démocratique, où chacun peut trouver des arguments en faveur de la réalité actuelle, comme trouver aussi par ailleurs des arguments qui ne militent pas en faveur de ces réalités-là. Donc le débat reste ouvert en démocratie. Il n'y a aucune question qui est close par principe en démocratie. En 1970, 69, 70, ce débat était ouvert. Le président Senghor avait trouvé des arguments pour dire qu'il faut qu'il y ait un Premier ministre. J'ai retenu dans mon premier ouvrage, publié en 1999, l'une des explications, parfois d'ailleurs sous forme d'anecdote, qui avait motivé le président Senghor à institutionnaliser le poste de Premier ministre. Il avait dit un jour à son ministre, un de ses ministres venait le visiter, « Monsieur le ministre, rendez-vous compte qu'un de mes ministres m'a demandé rendez-vous pour venir se plaindre auprès de moi de ne recevoir pas la dotation d'essence dont il a besoin pendant le mois. Moi, président de la République, un ministre se présente à moi, me demande mon intervention, mon aide pour que le ministre des Finances lui donne en termes de crédit. » Ce n'est pas loufoque, mais ça explique un état d'esprit. Ça, il l'avait dit en 70. Mais il y a d'autres arguments qui ont milité en faveur de son retour. Quand Abdou Diouf lui-même, qui a été Premier ministre, a décidé de supprimer le poste de Premier ministre. Ces arguments valaient ce qu'ils valaient à l'époque. Et ici, vous ne pouvez pas avoir une vérité. Vous avez plusieurs vérités à la fois. Il y a 2 ans de cela, l'actuel président de la République, en l'occurrence son Excellence, M. le Président Macky Sall, a décidé avec d'autres arguments de dire le Premier ministre, quelque part, est bon dans le système que nous sommes, mais je souhaiterais ouvrir une autre perspective d'administration et de gouvernance qui fait que, pour l'instant, je le fais disparaître. L'objectif était surtout d'accélérer la cadence, d'aller vite et bien dans la gestion des affaires publiques. Et justement, cet objectif, certains estiment, observateurs, surtout de la chose politique, qu'aujourd'hui, le président est surbooké. Il faudrait nécessairement un tampon entre le gouvernement et cet argument a été utilisé. Ce n'est pas la première fois qu'on l'utilise. Il a été utilisé. Mais ça pose les perspectives d'une évaluation de ce qui s'est passé depuis 2 ans. Et pour ça, je pense que chacun peut avoir des arguments pour développer. Mais donnons le temps au temps pour pouvoir évaluer une politique. Vous savez, avec Senghor, 70, 83, c'était 13 ans d'analyse et d'évaluation qu'on en est arrivé à l'hypothèse qu'il faille faire revenir le Premier ministre. Donc, ce que je dis, à mon avis, le système de gouvernance des hommes et des femmes, la gouvernance d'un État n'est jamais figée dans un modèle absolu qui est un répondant absolu et qui peut tout régler. L'essentiel chez nous, il faut qu'on comprenne que notre choix et notre option est la mise en place d'un régime présidentiel avec le président qui est la clé de voûte de l'ensemble des institutions et de la politique. Qu'il y ait un poste de Premier ministre ou qu'il n'y en ait pas, le président demeure et a toujours été l'élément essentiel du système. C'est lui qui détermine la politique de la nation, la fait conduire par quelqu'un qu'il aura choisi, qui au fond n'a aucun pouvoir, sinon les pouvoirs qui lui sont donnés et délégués par le président de la République. Donc je veux dire qu'il faut relativiser dans les jugements. Il y a des pays où il n'y a pas de Premier ministre.
et ça marche très bien. Il y a des pays où il y en a, et ça marche très bien également. Et il y a des pays où il n'y en a pas du tout, et ça ne marche pas. Et il y a d'autres pays où ça marche. Donc, un jugement absolu par rapport à cette question-là, à mon avis, n'est pas possible. Il faut toujours analyser en rapport avec ce qui est l'objectif de celui qui a la décision et le pouvoir de l'installer ou de l'emmener. Et en rapport avec cette politique-là, on l'apprécie. Et on fera une évaluation ultérieurement sur... Aujourd'hui, on dit que le président est surbooké. En fait, les gens qui sont de l'extérieur peuvent le dire et le croire. Mais il faut dire que la coordination d'avant, qui était entre les mains d'une seule personne, aujourd'hui est répartie entre des personnes précises. Les premiers collaborateurs du président de la République. On a parlé très récemment de possibilité de mettre en place, ou en tout cas de créer des postes de délégués interministériels, etc. Est-ce que c'est une option, c'est quelque chose qui existe? Comment se passe cette courroie de transmission entre... Je suis comme saint Thomas. Saint Thomas, il demandait toujours à voir pour croire. D'abord, je n'ai pas la chance, si cette idée est envisagée, je n'ai pas la chance d'avoir entendu le président de la République le dire. Ni en privé, ce serait exceptionnel d'ailleurs, ni en public. Donc, je considère pour ma part que ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui existe. Et au fond, ce qu'ils disent, délégués ministériels ou autres, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Sans porter le titre de délégué ministériel, il y a des gens aujourd'hui qui l'assistent dans la coordination de l'action gouvernementale et dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, qui trouvent le nom de délégués ministériels et autres, actuellement, je peux vous dire que le secrétaire général de la présidence de la République et d'autres qui sont près du président de la République, de même d'ailleurs que des structures ministérielles qui existent, participent de façon fondamentale aujourd'hui à cette action de mise en œuvre de la politique et de coordination de cette politique-là, avec les différentes réunions interministérielles qu'il préside lui-même, les conférences présidentielles qu'il préside lui-même et qu'il fait présider ou par son secrétaire général ou par un ministre, notre ministre, sur la base de réunions interministérielles. Maintenant, qu'on trouve in fine, je ne suis pas au courant, mais tout ce qui sera de nature à rendre encore davantage plus efficace la mise en œuvre des politiques et leur coordination, moi, je pense que c'est toujours la meilleure des choses. Il y a des gens qui ont dit c'est à cause de fast track. Je pense que c'est assez réducteur. C'est assez réducteur de penser les problèmes. Pourquoi? Parce que le fast track a été mis en œuvre avant la suppression du Premier ministre. Et totalement mis en œuvre d'ailleurs. Si on a pu tenir la conférence, la francophonie, en 2014 au Sénégal et à Diamniadio, c'est parce qu'il y avait à la base la politique du fast track dans la réalisation des projets. Et ça, c'est clair. Il y a d'autres secteurs où ça n'a pas marché. Mais c'est ça également le propre même d'une politique publique. Mais l'essentiel, et je crois, c'est qu'on en tire les conséquences, les évaluations soient faites et qu'on avance. Voilà. Alors, parlons évaluation avec cette note sur l'indice de la démocratie dans le monde, avec la revue The Economist Intelligence Unit, qui porte sur 167 pays, dont 50 pays africains. Le Sénégal, 10e en Afrique, 86e au monde, rangé parmi les régimes dits hybrides. Alors, un régime hybride, 3e niveau de démocratie, ce qui veut dire que le Sénégal est entre une démocratie et une dictature. Comment appréciez-vous cette revue et surtout cette notation concernant le Sénégal, vous qui êtes au cœur du système? C'est un indice comme un autre. C'est un indice. Franchement, si vous me posez la question, je ne suis pas d'accord de considérer le Sénégal comme un pays hybride, où il y a la dictature. Je veux qu'on demande aux Sénégalais, est-ce qu'on vit une dictature au Sénégal? Quand vous vivez la dictature, une semi-dictature, vous la sentez dans votre corps, vous la sentez dans votre âme, cette vie-là. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Il y a toujours, dans ces indices, c'est des indices composés. On apprécie en fonction des critères que celui qui a établi son indice travaille. Quand même, vous regardez le Sénégal,
pour dire que nous avons des relents de démocratie qui est maquillée et qu'on est presque en dictature, je laisse la responsabilité aux autres de le dire. Par contre, moi, dans ce pays, ce que les gens sont capables de dire en termes de liberté de presse, il arrive à des gens, par stupidité, par je ne sais quoi, se permettre d'insulter même les instructions, le président de la République, et dire tout ce qu'ils veulent dans ce pays-là, sans être inquiétés par la police. Et si on considère la liberté totale que chaque Sénégalais a de se déplacer, d'entreprendre ce qu'il veut entreprendre, dire qu'on est en semi-démocratie, ou semi-dictature. Mais ces indices d'appréciation globale sont bien. Je ne m'élève pas du tout contre ces indices. Je considère simplement le plus important, c'est ce que nous faisons pour améliorer notre démocratie et in fine faire savoir également qu'il n'y a pas de démocratie parfaite. Nous avons vécu ces temps derniers quelque chose qu'on n'a jamais pu imaginer dans un pays comme les États-Unis, en parlant d'élections. Voilà la démocratie. Il y a des points sur lesquels elle peut être très forte, des points sur lesquels elle peut connaître des imperfections, des faiblesses. Mais globalement, quand on juge, on doit tenir compte de tout. Mais pas d'un élément. Vous savez, dans ces organisations, souvent, on corrèle la démocratie à la politique. Mais la démocratie, et pourtant, ce sont des organisations ou organismes qui, quand il s'agit, par exemple, de dire de bonnes choses sur le Sénégal ou de faire pour ça que je vous ai dit, satisfait au Sénégal. Oui, mais je le dis, moi, j'assume. Mais je veux dire, en assumant les bons résultats comme les résultats mitigés. Il ne faut pas croire, parce qu'on a dit que le Sénégal est une très bonne démocratie, qu'il faille en déduire que c'est une très bonne démocratie. Ce serait grave d'ailleurs, une erreur. Il ne faut pas non plus croire que le Sénégal est une dictature, qu'il faille, nous, Sénégalais, considérer que tel est le cas. Mais par contre, regardons les éléments sur lesquels ils ont insisté pour minorer notre démocratie, pour l'améliorer. C'est une question d'amélioration. Alors, nous sommes en démocratie. Je vais aborder avec vous cette affaire qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours. Je sais que beaucoup de personnes ne voudraient pas en parler. On n'a pas encore entendu, pas seulement un membre du gouvernement, mais de la coalition Benno Bokk Yakaar, du régime, parler de cette affaire de mœurs privées, ou en tout cas qui concerne un député qui a été quand même troisième à la présidentielle de 2019, à savoir Ousmane Sonko. On a eu dire que le président Macky Sall a demandé à tous ses proches collaborateurs de ne piper mot sur le sujet. Est-ce déjà une information que vous confirmez? Je n'ai aucune prétention de dire que je suis proche du président de la République à ce niveau-là pour dire qu'il l'a... J'ai jamais entendu ça, moi, personnellement. Jamais. Jamais j'ai entendu le président me dire, à un endroit où j'étais, ne parlez pas de cette affaire. En revanche, le président de la République répond très rarement à ces questions-là. Il peut souhaiter intérieurement que les gens n'aient pas un débat autour d'une question qui est purement civile. Je ne dis pas privée, mais civile. Cette question est une question de procédure civile qui concerne énormément de Sénégalais. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'une procédure civile concerne une très grande personnalité. Vous voulez savoir de quoi je parle? Il y a un ancien Premier ministre qui a eu des procédures civiles entre lui et son épouse. Jamais vous n'avez entendu le gouvernement se prononcer sur ça. Jamais. Pour le nommer. Jamais. Pourquoi devait-il changer de comportement par rapport à cette deuxième procédure civile où il y a une dimension pénale comme la première avait une dimension pénale? Jamais. Parce que une procédure civile reste une procédure civile. Le gouvernement n'a rien à faire là-dedans. Qu'est-ce qu'on voudrait? Ce n'est pas le politico-judiciaire, comme certains l'estiment, qu'il y a une note politique ou une connotation politique. Ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'un homme politique est concerné par une procédure chez nous, on en déduit que c'est une procédure politique. Ça voudrait dire ceci, que dès que vous êtes en politique, vous êtes une personnalité, vous avez une immunité devant les juges et une immunité totale.
Ça veut dire qu'aucune procédure ne devrait être menée contre une personnalité qui est impliquée dans la politique. C'est exactement ce que ce raisonnement dit. Mais pourquoi moi, politicien, politique, devrais-je avoir ce privilège face aux nombreux Sénégalais qui sont là? Mais c'est ça le raisonnement que vous posez. Pour une affaire civile, une affaire, disons... Ça veut dire qu'un politicien peut avoir n'importe quelle politique, surtout quand il est une autorité morale reconnue, qu'il a une dimension, une envergure nationale, aucune procédure ne devrait être menée contre lui, contre elle, la personnalité. C'est quand même une bien curieuse manière de concevoir la démocratie. Ce n'est pas le cas. Une personnalité politique, qui qu'elle soit, quand il y a des affaires qui l'opposent à un citoyen, ce citoyen a le droit de porter plainte. Il a le droit de demander au juge de son pays de trancher les litiges qui opposent à quelqu'un. Les réparations. Dans ce cas d'espèce, il y a une jeune dame qui accuse une personnalité de choses que je ne voudrais même pas entendre. Bien sûr. Et honnêtement, si vous voulez connaître mon sentiment, je considère que c'est une tragédie, de quelque manière que ce soit. Que ce soit la personne visée, comme celle qui vise, c'est une tragédie. C'est une tragédie, c'est une douleur. Et au-delà de ces deux personnes, pour nous tous les Sénégalais, chacune de ces deux personnes a une famille, a de la dignité à défendre et tout. Pourquoi, bon, sans dire que l'État va faire ça? Ça aurait été un État d'un amateurisme froid et d'un amateurisme incroyable. Parce que franchement, je rappelle qu'il y a une procédure en cours à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député en question, chose somme toute normale. Enfin, je ne suis pas dans le jugement normal. C'est une procédure légale, encore une fois. Et tout ce qui est prévu dans la loi, et qu'on ait besoin de l'appliquer, il faut l'appliquer au-delà des personnes qui sont impliquées. Ça voudra dire, sinon, ça voudrait dire, vous, journalistes, vous faites quelque chose de la même gravité, du même niveau qu'une personnalité politique. Vous, on vous poursuit, la personnalité politique, on ne la poursuit pas. Ce n'est pas un raisonnement cohérent en démocratie. D'abord, celle qui accuse a le droit de porter plainte. Celui qui est accusé a parfaitement le droit de se défendre. Et pas de quelle manière se défendre. Il me paraît, de mon point de vue, quelque peu surréaliste de dire que c'est l'État. Même si, dans son propos, il y a une semaine, c'était dimanche dernier, le président du parti PASTEF qui a nommément cité le président de la République, Macky Sall. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, savez, au-delà de la personne de Macky Sall, c'est nous, les Sénégalais, qui sommes en cause. Même s'ils n'ont pas voté pour Macky Sall, 58% des Sénégalais ont voté pour lui. Si vous pensez que le président vous convoque, vous discutez, vous y allez, vous respectez cette institution au-delà de la personne de Macky Sall. Dire des choses pareilles en direct à la face du monde, ce n'est pas dire du mal à Macky Sall, c'est dire du mal au Sénégal et aux institutions de ce pays-là. Et nous devons avoir l'amour de ces institutions. Même si on peut être contre la personne qui occupe ces fonctions, cet amour et ce respect est dû à tout instant et à tout moment. C'est ça que je voulais dire par rapport à cette question. Est-ce que... Sous réserve de l'authenticité d'une bande que j'ai écoutée sur Internet, et je dis bien sous réserve de l'authenticité, j'ai écouté la personne qui est mise en cause. Un jour, je vais le dire en Wolof, je dis et je précise sous réserve de l'authenticité de cette bande, qu'on pourra écouter après l'interview. La personne dit avec une lucidité désarmante ceci: boo demee def sa tuuxi duna yabaate ak yàpp Sénégalais rawul nga def tuuxi duna ba pare génn naan diw mooma piégé diw mooma galgal ñàkk fayda rawul loolu bu dee moo ko wax loolu rek lay tontu ci li ngeen xam ne moom la nit ñi wax dootuma ci yokk lenn parce que nag wax ci dafa leer xaw ma nag moo ko wax ndax dañ ko trafiqué waxloo ko parce que ak internet lépp lañ ci wax avec internet on dit n'importe quoi et on fait dire aux gens n'importe quoi. Je souhaite qu'il ne soit pas l'auteur de ces paroles. Comment distinguer, en tant que journaliste qui a quand même plusieurs dizaines d'années de métier,
la manipulation du droit à l'information. Et non, on a cité des députés comme Pape Sagnambay qui s'est fendu dans le communiqué et également avec les preuves à l'appui que son fils, un de ses enfants, n'est pas mêlé à cette affaire. On a cité Yakhambay, on a cité encore un autre Mando Malick Mbaye. Les journalistes, les réseaux sociaux, on ne sait plus qui doit donner de l'info ou qui fait quoi. Comment distinguer la manipulation à justement ce droit à l'information dans cette affaire et dans d'autres peut-être? Ce que je veux dire par rapport à ça, moi, j'ai été confronté à des situations comme ça, mais j'avais un repérage, une phase de Jean Daniel, fondateur et directeur général du Nouvel Observateur en France. Il disait ceci: moi, journaliste, je ne refuse jamais qu'on tente de me manipuler. Parce que dans ces tentatives de manipulation, que je parviens à accéder à des faits essentiels. Par contre, moi, Jean Daniel, je me refuse de manipuler l'information. Et pour ne pas manipuler l'information, il y a au moins deux règles qui s'imposent. Avoir par rapport à la source de l'empathie pour lui permettre de vous parler. Avoir la distance qui vous permet également de garder le doute professionnel raisonnable. Voilà mon comportement. Et ensuite, quoi? Interroger la personne qui est mise en cause. Est-ce que ceux qui ont publié ça, ils ont raison? Ajoutez même, j'ai même vu Mando Malick Mbaye, c'est son fils. Il précise que ce n'est pas mon fils, c'est mon neveu. Oui. C'est une double fausse information. Ça, ce n'est pas aux citoyens de répondre, c'est aux journalistes de répondre. Tout à fait. Et quand on est prudent dans la démarche, quand on porte en bandoulière les principes du journalisme, on ne commettrait jamais ces erreurs-là. Ou quand on les commet, immédiatement qu'on est informé, on sort pour dire... Il faut parler d'erreur peut-être de bonne foi. Acte de ce qui vient de nous démontrer, ce qui nous a été démontré, et on le publie. Est-ce qu'on est dans le temps de la manipulation dans cette affaire de la politique? Est-ce qu'on ne doit pas extirper la politique du judiciaire? À quelque temps qu'ils exercent, ils sont toujours soumis à des tentatives de manipulation. La manipulation ne sera manipulation que quand un journaliste, même à son insu, publie une information erronée. Ça, c'est clair. Il y a des journalistes qui ont parfois le sentiment que oui, qu'on ne nous manipule pas, mais chaque fois que quelqu'un vient vers vous, mais il a intérêt à vous dire une information. Pour lui, c'est de la manipulation. Mais chaque jour, vous allez vers des sources, à moins que vous ayez un vécu, que vous assistez à un événement, même si vous assistez à un événement, vous recoupez l'événement. Qu'est-ce qui est à la base de cet événement? Comment c'est arrivé? Et j'avais un de nos profs qui me disait, quand vous arrivez comme journaliste au carrefour d'une intersection de route, vous voyez un accident, vous racontez l'accident à votre rédaction. Vous dites, évidemment, le chauffeur qui venait de gauche, il a percuté. C'est lui qui a tort. Vous oubliez qu'il y a dans le code de la route ce qu'on appelle la priorité de courtoisie. Une fois que vous êtes engagé dans la voie, celui qui a la priorité vous voit engagé, cette courtoisie lui impose d'attendre. Mais si vous partez dans le principe absolu que la priorité est à droite, mais vous êtes fourvoyé, mais vous avez manipulé les auditeurs. Mais si vous ajoutez, en revanche, le chauffeur qui venait de la gauche était déjà engagé avant que la priorité de droite ne se manifeste, ça change tout. Ça change tout. Vous voyez donc ce qui peut être la manipulation de l'information et ce qui peut être une frontière de démarcation. Il faut être prudent. Moi, j'ai toujours compris qu'il n'y a aucune personne, d'autant que j'étais dans le journalisme d'investigation, comme vous dites au départ, à chaque fois que quelqu'un vient vers vous, il faut savoir que sa tentative il n'est pas venu simplement parce que vous êtes le journaliste le plus brillant. Ou n'est pas venu parce que vous êtes le journaliste le plus beau. Il est venu parce qu'il a espoir que sa version des faits, vous allez la passer. Et peut-être même que vous la passez sans demander à l'autre sa version des faits.
C'est à partir de ce moment où vous vous abstenez de prendre la version de l'autre que vous êtes en pleine manipulation des faits. On ne va pas trop s'auto-flageller, même si non, il est moi je ne m'auto-flagelle pas. Bon je rappelle les règles. Oui, je rappelle des règles. Je vous le conseille simplement. Parce qu'on ne peut pas avoir Abdou Latif Coulibaly devant nous sans apprendre encore avec un doyen dans la presse qui connaît le journalisme. La politique au Sénégal, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire que on a une manière peut-être moins saine que dans d'autres pays de faire la politique si on revient sur, pas seulement ce cas, mais sur bien d'autres. Quelquefois on estime qu'on donne des coups au-dessous de la ceinture, il y a des invectives, etc., etc. Un patchwork de bien sénégalais. Vous avez dit la politique, c'est pas qu'au Sénégal, c'est dans tous les pays du monde où la politique a des côtés sombres et des côtés reluisants, des côtés transparents. Mais sinon, l'une des plus grandes démocraties du monde, les gens n'ont pas fait de procédure contre lui pour avoir utilisé les services d'une call girl. Si. Desca, qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne s'est pas présenté? Mais c'est dans tous les pays du monde. Mais vous savez, le plus important, c'est quoi? C'est qu'un homme, je ne parle pas d'un homme politique, qui qu'elle soit, si vous engagez dans une action, vous avez la responsabilité, moi comme d'autres d'ailleurs, vous avez la responsabilité de vous surveiller et de surveiller ce que vous faites. Ça ne dépend pas des autres, mais ça dépend de vous. Malheureusement, nous tous, nous sommes des êtres humains. Nous sommes sujets à des pulsions, à des passions, et qui nous font faire des choses dont on peut regretter après, même si on accuse les autres. Parce que, au fond, je prends un exemple qui est en dehors de chez nous. Président du FMI, vous avez tous les honneurs du monde. Tout. Vous avez la faiblesse, dans un hôtel, de poser des actes qui vous coûtent votre carrière politique. Il s'agit de Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Donc je veux dire que il faut savoir que tout ce qui nous arrive dans la vie, on considère que Natula, c'est la volonté divine, c'est vrai. Mais Dieu également nous a doté de raison et nous a doté de jugement. C'est en cela que notre part de responsabilité est engagée. Il faut savoir raison garder, quelle que soit la situation. En tout cas, il faut savoir, dans certaines circonstances, s'abstenir. Il faut savoir, dans certaines situations, penser au-delà de vous-même. Pensez à tous ceux qui vous aiment. Pensez à tous ceux qui auraient souhaité que vous soyez un homme ou une femme exemplaire, ce qui n'est pas possible, parce que chacun a son côté sombre. Moi-même qui vous parle, au pas Charlie. Donc, c'est bien de dire oui, la politique a des côtés sombres, mais ces côtés sombres également, ce sont les faits des politiciens. Comme du reste d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez dit les politiques, mais comme des chefs religieux, des journalistes. Maintenant, évidemment, je me souviens d'un de nos amis quand on était jeunes. Sa maman avait des préoccupations saines, parce que son fils, à un moment donné, en l'espace de la 3e et de la terminale, a quand même eu le temps de faire 2 ou 3 garçons, l'enfant. Sa mère s'inquiétait, nous a appelés en réunion pour nous dire, vraiment, il faut discuter avec votre ami. Nous allons clore ce débat et cette discussion. C'est toujours un plaisir de converser avec Abdou Latif Coulibaly. Et nous vous remercions également, téléspectateurs de la Sen TV et auditeurs de Zik FM, dimanche prochain, un autre numéro de Toute la Vérité.